Bienvenue sur Anasio, le podcast pour une enfance protégée. Pour débuter cette année, je voudrais commencer par vous proposer de continuer notre prévention pour une enfance protégée en vous proposant des formats courts de podcasts déjà réalisés sur des thématiques clés. Aujourd'hui, je vous propose un format court de l'interview de Maître Hunker sur ce qu'est le harcèlement économique. Je vous souhaite une bonne écoute. Dans le précédent podcast, nous avons abordé le harcèlement moral et plutôt la dimension psychologique. Si on revient maintenant sur la dimension économique, quelles sont les caractéristiques du harcèlement économique et du coup, quelles solutions préconisez-vous ? Alors, c'est une problématique complexe qui n'a été prise en compte que récemment, c'est-à-dire après la Convention d'Istanbul de 2011, entrée en vigueur en France en 2014, qui est la convention donc du Conseil de l'Europe des 47, qui justement parle de violence domestique, c'est-à-dire c'est un tout, c'est pas seulement une violence conjugale. L'enfant témoin de violence doit être protégé, dit la Convention. Après, la France, évidemment, l'a fait, parce que souvent, la France se targue d'avoir fait une bonne loi, mais il faut savoir qu'en général, ça vient sous la pression des institutions européennes. À partir de là, en ce qui concerne la violence économique, ça aussi, c'est dans la Convention d'Istanbul. Et on a beaucoup de mal, aujourd'hui, les professionnels en France, à comprendre ce que c'est que ce harcèlement économique. Alors, il fonctionne à deux niveaux. Premièrement, le premier niveau, c'est, pendant la vie du couple, une espèce d'escroquerie, alors pas au sens juridique du terme, c'est-à-dire le choix du contrat de mariage, quand les gens sont mariés. Souvent, ils ne se marient pas d'ailleurs parce qu'ils ne veulent pas payer de prestations compensatoires. Et pendant la vie du couple, s'ils sont mariés, il va prendre plutôt une séparation de biens. Pourquoi ? Parce qu'il va faire payer les frais du ménage par la victime, et pendant que lui ou elle va s'acheter des immeubles qui vont devenir des biens propres, au lieu d'acheter un bien en indivision quand ils sont simplement des concubins, ou un bien dans la communauté s'ils étaient mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquis. Donc déjà, ça c'est le premier niveau, c'est pendant la durée de la procédure. Donc là, il faut être excessivement vigilant, en sachant que c'est très compliqué quand on est dans un couple avec des enfants et que la mère a plusieurs enfants. Elle ne va pas tellement s'occuper des enjeux financiers. Monsieur va dire, mais je m'en occupe, t'en fais pas, etc. Et le jour de la séparation, lui, il aura bien tout préparé. Elle se rend compte que l'argent que même elle avait gagné, qu'elle avait mis sur le compte commun, lui, il ne l'avait pas mis sur le compte commun, il s'est acheté des maisons avec, etc. Donc elle va se sentir complètement flouée. Après, le deuxième niveau de ce harcèlement économique, c'est il va pouvoir aussi, pendant la durée du mariage, emmener sa victime dans différentes maisons qui vont réhabiliter. Et chaque fois qu'elle est réhabilitée, ils vont la vendre. Et la plus-value, il va l'empocher lui, par exemple. Voilà. Ça, c'est assez fréquent. Donc, moi, j'ai eu plusieurs exemples de ce type-là. Et puis toujours, alors, après, une fois que la séparation commence, on va découvrir que les comptes sont vidés. Comme les effets du divorce, maintenant, remontent au jour de l'assignation, il aura profité, avant de l'assignation, s'ils sont mariés, pour vider les comptes. Et on ne pourra pas faire grand-chose. Et puis, on va constater que pendant cette procédure, et avant de lancer la procédure, souvent c'est lui qui la lance, et c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à vous de la lancer quand vous êtes prêt. C'est-à-dire, il va organiser son insolvabilité. On a des gens qui gagnent 25 000 euros par mois, et comme par hasard, le jour du divorce, enfin le jour de la séance d'orientation, qui est l'ancienne ordonnance de non-conciliation, comme par hasard, il ne gagne plus que 5 000 euros. Alors il va dire, oui, évidemment, il y avait le coronavirus, évidemment, la conjoncture économique est mauvaise. En fait, on ne peut rien contre ça. Et malheureusement, la prestation compensatoire, et c'est là où la loi, me semble-t-il, est assez mal faite, elle est calculée au jour du prononcé du divorce. Donc, pour les gens mariés, la prestation compensatoire qui est destinée à compenser les disparités existant au jour du prononcé du divorce. Donc il a intérêt à faire durer la procédure, et au bout de 5 ans, il n'a plus rien. Et avec un peu de chance, si elle travaille, c'est elle qui gagne plus que lui, donc il y a une disparité en faveur de l'agresseur.
Donc tout ça, il faut l'anticiper. Et si vous ne l'anticipez pas, ou si votre avocat ne connaît pas la problématique, ou la connaît mal, ben vous allez véritablement être victime de ce harcèlement économique. Moi, j'ai vu des cas ahurissants. Une personne, son mari était avocat, il l'avait emmené acheter une deuxième ou une troisième villa après avoir vendu les premiers. Il a complètement isolé cette personne qui ne pouvait plus travailler. Évidemment, elle a à nouveau réaménagé la maison. Et le matin, quand elle partait, monsieur laissait avec sa voiture, il lui laissait une voiture, et il passait chez le boulanger en disant elle peut acheter aujourd'hui pour 10 euros de pain. Chez le charcutier, aujourd'hui, elle va acheter 15 euros. Et chez le pompiste, elle passait chez le pompiste, madame peut acheter pour 25 euros d'essence. Évidemment, il faisait tout pour qu'elle puisse parvenir jusqu'à Paris. Et un jour, effectivement, on était à une expertise, j'étais avec elle dans la voiture, et je lui disais, mais il n'y a plus d'essence. Elle dit, oui, je ne peux pas prendre d'essence ici, il faut que je prenne de l'essence là où il a donné ses indications, puisque je n'ai pas d'argent. Donc voilà, ça peut aller jusque-là. Donc, avec des frigos vides, avec des choses complètement ahurissantes, en sachant que ces personnalités, c'est vrai, sont souvent très pingres. C'est-à-dire l'argent, encore une fois, une fonction symbolique forte pour eux. Et donc, c'est très compliqué cette problématique du harcèlement économique. En sachant que derrière ça, ils font souvent des montages assez incroyables. Et c'est là que la spécialité s'appelle bien droit des personnes, de la famille et du patrimoine. Donc tout ce qui concerne la famille, évidemment, c'est les enfants. Et souvent, la mère, elle va s'arc-bouter sur le problème de la protection des enfants. Et l'avocat aussi, il est spécialisé là-dedans. Mais le vrai problème derrière, pour la personne, les enfants, pour lui, c'est le chiffon rouge qui va agiter. Mais derrière, lui, ce qui l'intéresse, c'est le patrimoine. Argent. Et donc, derrière, il va monter des holdings, des surholdings, il va faire en sorte que les sociétés, l'argent passe d'une société à l'autre, enfin des montages complètement ahurissants. Et il faut véritablement être très spécialisé dans le droit des affaires, et c'est là où le droit du patrimoine rejoint le droit des affaires et le droit commercial, en quelque sorte, c'est-à-dire le droit des sociétés. Donc après, vous avez bien sûr tout ce qui concerne les faux en écriture, où il limite l'écriture de sa sœur, par exemple, ou alors qui est souvent dans la société et de mèche, ou alors de sa femme. Et donc il faut faire des procédures de faux en écriture, donc on va aller sur le volet pénal. On ne peut jamais négocier avec eux, ils ne sont jamais d'accord avec rien. Donc c'est des questions de stratégie. C'est des questions de stratégie et comme vous disiez, non seulement ça concerne la personne, mais c'est souvent organisé à plusieurs. Il y a des complices avec. D'accord. Ouais. Pour continuer sur le harcèlement économique, donc il y a 2 niveaux. Et qu'est-ce qu'il en est au niveau des notaires ? Alors si vous voulez, au-delà du divorce, il y a un autre dossier qui va être ouvert, c'est la liquidation du régime matrimonial, si vous êtes marié. Si vous n'êtes pas marié, si vous êtes concubin, vous pouvez aussi avoir des biens en indivision que vous avez achetés ensemble, et là aussi il faudra le cas échéant un notaire pour liquider. Mais vous n'êtes pas obligé d'avoir un avocat pour ça. Vous pouvez trouver un accord amiable, sauf que dans le dossier on ne trouve jamais d'accord amiable. Donc premièrement, le notaire peut être désigné, il faut faire attention à ça, au moment de la première audience, l'ancienne ordonnance de non-conciliation, si vous voulez, qui est maintenant l'audience d'orientation, où le juge peut désigner un notaire. Donc ce notaire va convoquer les parties et faire un projet d'état liquidatif. Ce n'est pas un projet définitif. Et il va notamment aussi donner son avis sur une éventuelle prestation compensatoire, faire des recherches chez FICOBA, c'est-à-dire sur des comptes qui sont souvent cachés, etc., etc. Ça, c'est la première tâche du notaire. Et ensuite, le notaire renvoie son rapport. Et là, il faut être très vigilant pour faire en sorte que le notaire renvoie le notaire dans les délais. En général, ils ont un délai de 6 mois pour faire leur rapport. Après, vous avez le divorce lui-même, ou la séparation des concubins. À ce moment-là, vous pouvez avoir un notaire que vous choisissez, sans avocat, si vous trouvez un accord, ou alors, si vous ne trouvez pas d'accord, mais il faut prouver que vous avez essayé de trouver un accord avec la partie adverse, à ce moment-là, vous pouvez saisir le tribunal pour faire désigner un autre notaire, toujours un notaire désigné, et j'insiste là-dessus, ça ne vaut pas la peine de prendre des notaires à l'amiable, parce qu'ils ne peuvent rien faire si ce n'est de trouver des accords. Or, comme en face, il n'y a jamais d'accord possible, en face, c'est une bonne occasion pour lui de faire traîner le divorce. Donc, il faut faire désigner le notaire, et à la deuxième réunion,
Si on n'a pas trouvé d'accord, faire ce qu'on appelle un PV de difficulté et renvoyer le dossier au tribunal. Et là, on plaide tous les points de désaccord, et là, c'est le juge qui tranche. Si vous attendez pendant 1 an ou 2 ans, et souvent c'est ce que les notaires font, en disant bon, on va bien trouver, ils vont bien finir par s'entendre, parfois 5 ans plus tard, vous y êtes encore. Donc là aussi, il y a une véritable stratégie d'enlisement du dossier de la part du manipulateur ou de la manipulatrice perverse. Et donc là, il faut être excessivement vigilant et, encore une fois, aller au combat. Merci pour votre écoute. Vous pouvez retrouver l'interview intégrale de Maître Hunker dans l'épisode 27. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager si vous aussi vous souhaitez œuvrer pour une enfance protégée. Vous pouvez suivre l'actualité d'Anasio, le podcast pour une enfance protégée, sur les réseaux sociaux, sur la page YouTube Anasio et sur le site anasio.fr. À bientôt!